Bonjour à tous. Alors, on voit effectivement qu'il y a encore des participants qui se connectent au fur et à mesure. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux pour suivre nos webinaires. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder le dernier jour de travail et le temps partiel thérapeutique. Alors, surtout, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes de son ou de vidéo, vous avez l'onglet discussion où vous pouvez nous faire part des dysfonctionnements si vous avez. On tâchera de les résoudre à distance. Alors, donc, pour le bon déroulement du webinaire, vos vidéos et micros vont être coupés, s'il vous plaît. Sachez que si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment nous les poser via l'onglet questions-réponses que vous avez en bas de votre écran. Nous sommes ensemble à peu près pour une quarantaine de minutes à peu près. On gardera un temps d'échange à la fin pour vos interrogations. À l'issue du webinaire, on vous mettra à disposition donc, le diaporama qu'on va vous faire défiler, la liste des questions-réponses que l'on aura donc abordées et aussi les liens utiles pour nous contacter. Donc voilà, je suis Aurélie Carrère, conseillère informatique service donc à la CPM des Landes. Je vais co-animer ce webinaire avec ma collègue Vélia. Bonjour Vélia. Bonjour Aurélie, bonjour tout le monde. Et nous avons aussi la chance d'avoir Nicolas, notre autre collègue, qui aura aujourd'hui le rôle donc de modérateur et qui recensera également toutes vos questions. Bonjour Nicolas. Bonjour mesdames, bonjour tout le monde. Alors, nous allons attaquer par le sommaire. Vélia, peux-tu nous dire exactement ce qu'on va aborder aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, donc comme vous l'avez vu, on a deux thèmes importants. Donc le dernier jour de travail, qu'on appelle communément le DJT, et le temps partiel thérapeutique. Donc en première partie sur le dernier jour de travail, on va faire la définition, le cas général, puis voir les cas un peu plus spécifiques qui vous posent régulièrement question. Et pour le temps partiel thérapeutique, donc toujours pareil, la définition, les obligations, vous en tant qu'employeur ainsi que votre salarié. On verra aussi la complétude des attestations de salaire en fonction du risque, pour finir par l'indemnisation, le calcul de l'indemnité pendant le temps partiel thérapeutique. Et donc, on gardera une dernière partie sur les questions-réponses. Merci beaucoup, Vélia. Allez, on attaque par les généralités donc, du dernier jour de travail. Donc, c'est une date qui est importante dans le cadre des déclarations d'arrêt de travail, car il détermine en fait le point de départ de la période de référence pour l'étude des droits et surtout donc le calcul des indemnités journalières. Donc, on va prendre le cas où votre salarié vous présente un avis d'arrêt de travail donc en date du 15 janvier. Donc, notre première situation, le salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, donc le dernier jour de travail et la veille de l'arrêt. Donc, dans notre cas, ça sera le 14, le dernier jour de travail. Si par cas, votre salarié a travaillé, admettons, il a travaillé un petit peu le matin, il ne s'est pas senti bien, il est allé voir donc son médecin le soir, donc le même jour, le dernier jour de travail donc, et le jour de l'arrêt de travail. Donc là, notamment, le 15 également. Il faut savoir que toute journée de travail qui a débuté ne sera pas indemnisable par l'assurance maladie, mais elle est due donc par l'employeur. Alors, dans certaines situations, si votre salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour de travail sera systématiquement la veille de la prescription médicale. Et ça, peu importe le jour, que ce soit en semaine ou même en week-end. Donc, vous avez toute la liste exhaustive de ces situations. Donc, celles qu'on retrouve souvent, vous avez donc les congés payés, les absences autorisées indemnisées ou non. On retrouve également le jour de RTT, les jours de solidarité, par exemple, en fait. Sur tous ces cas de figure, le dernier jour de travail sera la veille de la prescription médicale. Donc, si je résume bien, moi, je suis employeur, mon salarié, demain, mercredi, m'apporte un arrêt de travail, sachant qu'aujourd'hui, il était mis à pied sur mon attestation de salaire. Le dernier jour de travail sera bien aujourd'hui, même s'il est mis à pied. Oui, effectivement, Vélia, c'est exactement ça. Le jour de mise à pied sera notre dernier jour de travail à renseigner sur l'attestation de salaire. Tout à fait. Parfait. Alors, donc on va plonger dans les cas un peu plus spécifiques. Donc, le premier cas que nous avons pris, c'est le cas des prolongations d'arrêt de travail qui se succèdent avec des risques différents. Donc, régulièrement, notamment pour la maternité, c'est quelque chose qu'on retrouve. Euh,
ce qu'il faut savoir au niveau du dernier jour de travail, c'est qu'il ne change pas, même s'il y a une alternance des risques. C'est ce que vous voyez dans l'exemple. Donc, imaginons votre salarié qui est enceinte, donc, a d'abord un arrêt maladie du 5 janvier au 15 janvier, puis une prolongation en congé pathologique, puisque c'est lié à son état, à la grossesse, du 16 janvier au 29 janvier. Ensuite, de nouveau une prolongation en maladie du 30 janvier au 13 février pour arriver au début du congé maternité au 14 février. Là, ce qu'il faut évidemment savoir, c'est que vous allez, vous, à chaque changement de risque, faire une DSN événementielle ou une nouvelle attestation de salaire. Donc, par exemple, pour le début d'arrêt maladie du 5 janvier, vous allez faire votre DSN ou votre attestation de salaire avec un dernier jour de travail au 4 janvier, la veille de l'arrêt de travail. Lorsque vous allez recevoir l'arrêt pathologique, vous allez devoir refaire une DSN ou une attestation de salaire toujours avec le même dernier jour de travail, puisqu'il n'y a pas eu de reprise de travail par votre salarié. Donc, le dernier jour de travail reste le 4 janvier, mais là, votre attestation de salaire sera en maternité, et ainsi de suite. De nouveau, l'arrêt en maladie, vous allez refaire un signalement de DSN ou une attestation de salaire en maladie, en gardant le dernier jour de travail au 4 janvier. Et enfin, le congé maternité qui démarrera au 14 février, vous faites de nouveau un signalement de DSN ou une attestation de salaire en maternité, avec toujours le même dernier jour de travail au 4 janvier. Donc, si j'ai bien compris, Vélia, mon dernier jour de travail reste toujours le même, celui qui est avant l'arrêt à temps complet, mais je dois établir une attestation de salaire à chaque changement de risque, c'est ça? Exactement. D'accord. Merci, Vélia, pour ces précisions. On va voir aussi le cas d'un accident de travail, puisque c'est une question qui se pose aussi pour le dernier jour de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de l'accident de travail ou de trajet, même si votre salarié n'a pas débuté sa journée de travail, elle est prise en charge par l'employeur. Donc, on a le cas ici, un accident de travail ou de trajet pour venir au travail qui a lieu le 12 juin. Si vous recevez le certificat médical et l'arrêt de travail initial en date du 12 juin, votre dernier jour de travail à déclarer dans vos attestations de salaire sera le 12 juin puisque c'est le jour de l'accident de travail. Par contre, dans le cas numéro 2, comme vous le voyez, l'accident de travail a toujours lieu le 12 juin, mais votre salarié ne s'arrête pas de suite. Il revient travailler le 13 et finalement, il va voir son médecin le 14 puisque il ne se sent pas bien. Lorsque là, vous allez vous envoyer l'attestation de salaire, vous allez mettre le dernier jour de travail au 13 juin, c'est-à-dire la veille de l'arrêt de travail. Donc, si j'ai bien compris, Vélia, mon dernier jour de travail, c'est soit le jour de mon accident ou la veille de ma prescription médicale. Voilà, exactement. Il me semble que c'est quand même le cas numéro 1 qu'on voit le plus souvent. Oui, dans 80% des cas, vous serez effectivement, on est dans le cas numéro 1, ce qui veut dire que le dernier jour de travail, c'est le jour de l'accident de travail. D'accord. Merci, Vélia. Alors là, on vous a mis un exemple dans le cas d'un temps partiel thérapeutique. C'est un sujet qui revient souvent. Comment déterminer justement le dernier jour de travail dans ce cas-là? Alors, votre salarié effectue une reprise à temps partiel thérapeutique après un arrêt de travail à temps complet. Donc, on a un arrêt à temps complet du 5 janvier au 15 janvier et un temps partiel du 16 janvier au 31 janvier. Là, dans ce cas-là, le dernier jour de travail reste celui de l'arrêt à temps complet. Donc là, notamment le 4 janvier. Si par cas, un arrêt à temps complet suit immédiatement donc cette reprise à temps partiel thérapeutique, là, le dernier jour de travail est égal à la veille de la prescription médicale. Donc, dans notre deuxième cas, ça sera le 31 janvier. Alors, il faut savoir que les temps partiels thérapeutiques ne font pas toujours suite à un arrêt de travail à temps complet. Vous pouvez très bien avoir une période travaillée et directement derrière une reprise de travail à temps partiel thérapeutique, donc ce qui est notre cas numéro 2. Donc, on a une reprise à temps partiel du 16 janvier au 31 janvier. Et là, tout simplement, notre dernier jour de travail est égal à la veille de la prescription médicale, donc notamment le 15 janvier. Parfait. Alors, nous allons passer au cas du congé paternité. Comme vous le savez, le congé paternité donc, a été rallongé, notamment donc, pour les naissances simples à 28 jours, donc 25 jours assurance maladie, 3 jours employeur. La réglementation veut que dès la naissance,
le papa ou le deuxième parent prennent les 3 jours de naissance dus par l'employeur et doivent être accolés les 4 jours du congé paternité indemnisé par la CPAM. Donc, dans ce cas-là, lorsque vous allez faire votre attestation de salaire ou votre signalement DSN pour le congé paternité qui suit les 3 jours de naissance, le dernier jour de travail sera le dernier jour pris en charge de votre côté par l'employeur. Donc là, dans notre exemple, tout simplement, la naissance a lieu le 15 janvier. Votre salarié prend les 3 jours employeur du 15 au 17 janvier, puis accole ces 4 jours à partir du 18 janvier. Vous, lorsque vous faites votre attestation, le dernier jour de travail, c'est le 17 janvier, donc la veille du début du congé paternité indemnisable par l'assurance maladie, puisque c'est un jour que vous, employeur, vous prenez en charge. Alors, ça tombe bien que tu précises donc cette première période. Là, on a une question et je pense que c'est utile d'y répondre dès maintenant. C'est OK, la question c'est OK, on vient de voir la première période de 7 jours, donc on a compris que la date du dernier jour de travail était le dernier jour à la charge de l'employeur. Qu'en est-il des futures périodes potentiellement fractionnées du coup? Quelle est la date de dernier jour de travail? Oui, alors effectivement, le nouveau congé paternité est fractionnable. Donc, dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant, on peut fractionner ce fameux congé paternité. Imaginons il y a une deuxième fraction, tout simplement, ce sera le cas classique. Le dernier jour de travail sera la veille du début du congé paternité de cette deuxième fraction. Voilà. Merci. Avec plaisir. Nous allons voir également voilà, le dernier jour de travail dans le cas des congés payés. Vous pouvez avoir la situation où votre salarié vous présente un arrêt de travail qui fait suite directement à une période de congé payé. Comme on l'a vu dans les cas précédents, le congé payé, c'est une période qui est prise en charge par l'employeur. Donc là, dans notre exemple, l'arrêt de travail qui est présenté au 3 février, lorsque vous allez faire votre attestation, le dernier jour de travail sera le 2 février. Même si votre salarié n'a pas travaillé réellement dans l'entreprise, il est en congé payé donc à votre charge. Donc ce sera bien la veille de l'arrêt à temps complet, le 2 février. On a quand même voulu vous faire un petit rappel sur les congés sabbatiques et les congés sans solde. Puisqu'attention, c'est un cas différent, ce ne sont pas des congés payés. Lorsque votre salarié prend un congé sabbatique ou un congé sans solde, et que, alors, pendant cette période, il a un arrêt de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrêt de travail pendant cette période-là n'est pas indemnisable. Par contre, une fois que le congé sabbatique ou le congé sans solde est terminé et que votre salarié reprend son activité, là, s'il vous présente un arrêt de travail, potentiellement cet arrêt de travail est indemnisable puisqu'il a repris son travail. La seule chose, et c'est ce qu'on vous met sur le schéma, pardon, c'est que ça peut être indemnisé si les droits sont ouverts. On fait juste un petit rappel. Donc, pour qu'un arrêt maladie notamment soit indemnisable, il faut que votre salarié ait travaillé 150 heures sur les 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail ou 600 heures sur les 12 derniers mois. Merci beaucoup, Vélia, pour toutes ces précisions. On va aborder maintenant le dernier jour de travail dans le cadre d'une nouvelle embauche. Alors, on va partir dans nos deux situations pour une embauche au 1er février avec un arrêt initial à compter du 1er février. Il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Donc, soit le contrat est signé en amont de l'embauche. Donc là, pour le dernier jour de travail, alors c'est l'exception qui confirme la règle parce que là, c'est pas la veille de l'arrêt, c'est le jour du début, effectivement, de l'arrêt qu'il faut noter comme dernier jour de travail sur l'attestation de salaire. Et dans notre cas numéro 2, si par cas le contrat n'est pas signé en amont de l'embauche, là par contre, vous n'avez aucun signalement à effectuer. Donc il faut savoir que si un salarié est déjà en arrêt de travail à la date de sa nouvelle embauche, vous n'avez aucun signalement DSN à faire et encore moins non plus d'attestation sur notre entreprise à effectuer du coup. Et dans ce cas-là, Aurélie, c'est la CPAM qui va aller demander les informations au salarié. Voilà, on se rapprochera du salarié pour voir si effectivement il a une ouverture de droit pour l'indemnisation, pour pouvoir prétendre à l'indemnisation de son arrêt à compter du 1er février. On prendra voilà sur ses anciens emplois éventuellement. Exactement.
Alors là, nous avons fini d'aborder le dernier jour de travail. Peut-être, Nicolas, il y avait des questions justement à ce sujet. Effectivement, Aurélie, donc avant de passer sur le temps partiel thérapeutique, on va regarder les questions qu'il y a par rapport au dernier jour de travail. Ça permettra aux employeurs d'avoir le retour. Donc, on a une question qui est rapport au temps partiel thérapeutique. Ça peut-être vous allez l'aborder, mais je vous pose la question. C'est est-ce que le temps partiel thérapeutique peut dépasser un an et l'indemnisation peut-elle dépasser un an en temps partiel thérapeutique continu? Mais ça, peut-être que c'est prévu d'être évoqué. Alors, oui, on va l'évoquer. La règle, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de limite de temps. Ce sera en fonction de l'avis du service médical, mais c'est quelque chose, effectivement, qu'on va aborder dans la suite du webinaire. On a deux questions après d'ordre général sur les DJT. Alors, je vous la formule telle qu'elle est. C'est si l'arrêt de travail débute pendant les congés payés, par exemple le 28 janvier dans votre cas. Quelle est la date du dernier jour de travail et à quelle date vont débuter le paiement des IJSS? Alors, si le congé, si par exemple, il est en congé payé au moment de l'arrêt, le dernier jour de travail est la veille de la prescription, même s'il est en congé payé. Et nous débuterons l'indemnisation à compter donc du lendemain, bien évidemment, avec les 3 jours de carence, si c'est de la maladie, bien entendu. Voilà. Ça répond parfaitement. Et la dernière question par rapport au DJT, c'est si nous sommes en arrêt de travail avant de partir en congé, ça rejoint un petit peu la précédente, quelle est la date de dernier jour de travail? Alors, une période, si j'ai bien compris la question, on a une période de congé et fait suite directement à un arrêt de travail. Non, voilà, juste avant de partir en congé, il y a un arrêt de travail qui vient d'arriver. Alors, imaginons, Oui. si on a bien compris, des congés payés sont prévus le 16 janvier, Oui. mais le salarié, pardon, dépose un arrêt de travail le 15. Eh ben, si votre salarié a travaillé la journée du 15 et est allé chez son médecin le soir, ben, le dernier jour de travail sera le 15. Par contre, s'il n'est pas venu travailler, ce sera le 14. Voilà. Même s'il y avait des congés payés, même s'il y avait des congés payés prévus, s'il y a un arrêt maladie avant qu'il parte en congé payé, ben, c'est l'arrêt maladie qui prime. C'est une réponse qui me convient. Je pense, voilà. N'hésitez pas, hein, si Voilà, c'est si pas on a très bien- clair, voilà. à continuer à poser vos questions. Nous donner des exemples, voilà, Oui. pour qu'on puisse les illustrer de manière plus concrète pour vous. Nous allons aborder maintenant donc du coup le temps partiel thérapeutique, donc avec les généralités. Qu'est-ce qu'un temps partiel thérapeutique déjà? Donc c'est un aménagement temporaire de la durée de travail. Il permet à votre salarié de reprendre progressivement son activité, donc soit suite à une maladie professionnelle ou un accident de travail ou même une maladie ordinaire. Il est donc destiné à améliorer l'état de santé ou favoriser donc la guérison de votre salarié. Il est également possible de recourir à ce dispositif lorsqu'il fait l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle. Alors, nous allons voir là le rôle de chaque intervenant lorsqu'il y a la mise en place d'un temps partiel thérapeutique. Donc, dans un premier temps, évidemment, il y a le médecin traitant, puisque c'est lui qui va prescrire la période de reprise à temps partiel, qu'elle fasse suite à un arrêt à temps complet ou sans arrêt précédemment. Donc, on vous a mis le visuel sur l'arrêt de travail, c'est-à-dire l'endroit où vous allez retrouver sur l'arrêt de travail, s'il y a une prescription à temps partiel thérapeutique, il faut bien que les périodes de début et de fin du temps partiel thérapeutique soient mentionnées. Et ensuite, si oui ou non, c'est un rapport avec un accident de travail ou une maladie professionnelle, et surtout la date de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle à laquelle on se réfère. Donc, ensuite, il y a le médecin conseil. Donc, c'est peut-être, ça rejoint un peu la question qui avait été posée précédemment, c'est-à-dire que le médecin conseil va délivrer son avis pour une durée déterminée en cas d'interrogation du service administratif. Donc, le médecin conseil peut être questionné pour savoir si le temps partiel peut effectivement durer un an, plus d'un an, etc. Si nous n'avons pas d'avis du service médical, on considère que la période est acquise, donc que c'est un accord. Et ensuite, donc, il y a aussi le médecin du travail, évidemment, qui intervient, lui, concrètement pour la mise en place du temps partiel thérapeutique au sein de votre entreprise. C'est lui
qui va vraiment déterminer les aménagements de poste, le temps de travail, parce qu'on parle de temps partiel, mais votre salarié peut travailler peut-être 10 heures par semaine, 18 heures par semaine. Ça, c'est le médecin du travail qui va le déterminer. Si c'est des demi-journées, des journées complètes, etc. C'est vraiment lui, là, qui va mettre en place le temps partiel thérapeutique dans votre entreprise. Et donc, enfin, évidemment, les deux autres intervenants indispensables dans cette mise en place, c'est votre salarié, donc l'assuré. Lui, ses obligations, c'est de nous présenter son arrêt de travail, nous, à la Caisse d'assurance maladie, dans les 48 heures, et évidemment de se soumettre au contrôle du service médical en cas de convocation. Et vous, en tant qu'employeur, donc, vous devez orienter évidemment votre salarié vers la médecine du travail, si besoin, et vous devez établir les attestations de salaire chaque mois à terme échu. Donc là, on vous a mis aussi la phrase, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Ce qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est que votre accord est indispensable pour mettre en place le temps partiel thérapeutique. En effet, il faut que l'aménagement de poste soit possible dans votre entreprise. Notamment, parfois, ça peut ne pas être le cas en cas de saisonnalité, par exemple. Donc, le temps partiel thérapeutique, c'est vraiment l'accord des trois parties. C'est ce qu'on vous dit, accord tripartite, c'est le médecin du travail, pour voir si votre salarié peut effectivement reprendre son travail même en temps partiel thérapeutique. L'accord du salarié, il faut que lui aussi soit d'accord pour mettre en place ce mode de reprise. Et vous, il faut que ce soit possible dans votre entreprise. Merci beaucoup, Vélia, pour toutes ces précisions. On va maintenant aborder le remplissage donc, de l'attestation de salaire en maladie dans le cadre du temps partiel thérapeutique que Vélia nous abordera par la suite au titre du risque professionnel. Donc, en tant qu'employeur, vous avez donc l'obligation déjà de tout mettre en œuvre pour que la reprise de votre salarié à temps partiel soit réussie déjà. Vous devez établir une attestation de salaire chaque mois à terme échu. Alors, il faut savoir que le dispositif DSN à aujourd'hui ne permet pas de pouvoir faire des attestations de salaire au titre du temps partiel thérapeutique. On espère que ça fasse partie des évolutions futures, mais à aujourd'hui, on vous demande de faire les attestations de salaire donc sur notre entreprise, comme vous avez l'habitude de faire jusqu'à présent. Donc, comme d'habitude, vous vous retrouvez sur votre portail, vous sélectionnez donc l'onglet attestation de salaire et là, dans le motif de l'attestation, vous voyez, il y a deux possibilités concernant le temps partiel. La première possibilité, c'est l'attestation de salaire pour indemnisation de temps partiel pour motif thérapeutique. Ça, c'est dans le cadre où vous avez un arrêt à temps complet qui précède le temps partiel. Et vous avez donc le deuxième cas, le cas où effectivement elle n'a pas été en arrêt avant, donc l'attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique, donc sans arrêt initial au préalable. Alors, nous avons mis un exemple pour que ce soit plus compréhensible. Donc là, on part sur un arrêt temps partiel sans arrêt préalable à temps complet initialement. Donc, on met un temps partiel du 21 au 31 décembre et des congés payés du 10 au 20 décembre. Donc, sur l'étape 4 de l'attestation, vous avez toujours la possibilité de cocher l'attestation rectificative si par cas la première attestation a des informations erronées, des problèmes de dernier jour de travail ou de montant de salaire. Il ne faut le cocher que si c'est dans le cadre d'une modification, bien sûr. Vous devez donc renseigner la date de dernier jour de travail avec tous les cas particuliers que l'on a évoqués donc jusqu'à maintenant. Et dans le cadre donc d'un emploi classique, d'un cas général, on va vous demander de renseigner le nombre d'heures effectuées sur la période de référence. Donc, à partir du moment où vous renseignez la date de dernier jour de travail, la période se calcule automatiquement. Vous voyez, on a mis un dernier jour de travail au 20 décembre 2023. Donc, du coup, le système calcule automatiquement la période de référence du 1er septembre au 30 novembre. Alors, pour remplir les prochaines périodes, j'ai envie de dire, vous devez faire le découpage de chaque période. Donc là, on reprend notre période de congés payés, donc du 10 décembre au 20 décembre. On voit bien qu'on est sur les congés payés. Donc, somme que vous devez renseigner à 0 parce que c'est une période que vous indemnisez en tant qu'employeur.
Et ensuite, notre période donc, du temps partiel, du 21 décembre au 31 décembre, donc bien à temps partiel. Et là, vous nous renseignez la perte de salaire sur la période. À l'issue de cette étape, donc l'étape suivante, vous devez donc renseigner les salaires bruts des 3 mois qui précèdent l'arrêt, donc qui va nous servir pour nous de salaire de référence. Voilà. Alors là, on voit la rematérialisation du coût de l'attestation de salaire avec tous les éléments que l'on a saisis en amont. Donc, on retrouve bien notre période de référence du 1er septembre au 30 septembre, les découpages des périodes avec notre période de congé qu'on voit bien ici à 0 et bien évidemment notre période à temps partiel qui apparaît ici bien avec notre perte de salaire. Nous allons voir maintenant le remplissage de l'attestation de salaire au titre du risque professionnel. S'il te plaît, Lélia. Oui. Donc, pour l'attestation de salaire, en cas d'accident du travail, c'est un petit peu différent. Donc, on a vraiment voulu vous prendre un cas où, alors là, on est sur un cas simple, c'est un accident de travail du 8 novembre avec un arrêt à temps complet du 9 au 20 et ensuite un temps partiel thérapeutique à compter du 21 novembre. Donc déjà, dans la sélection de l'attestation, c'est attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique, puisqu'on a un arrêt à temps complet qui y précède. Et pensez bien à choisir le motif accident de travail, de trajet, rechute ou maladie professionnelle. Une fois que vous avez rempli ces étapes, renseignez les informations sur votre salarié, vous allez renseigner les informations pour l'étude de droit. Donc, évidemment, ce qui est très important, c'est cette fameuse date du dernier jour de travail dont on a parlé précédemment. On est dans le cadre d'un accident de travail, donc la date de l'accident du travail est la même que la date du dernier jour de travail. On est sur le 8 novembre. Ensuite, vous allez devoir, comme vous le voyez à l'écran, mettre vos salaires que vous avez versés sur la période du mi-temps thérapeutique, avec la date de paiement. Donc la date de paiement, 30 novembre, pour la période du mi-temps thérapeutique du 21 novembre, 30 novembre. Et là, c'est le salaire que vous avez versé à votre salarié. Voilà, c'est la différence un peu avec l'attestation en maladie. Là, c'est le salaire brut versé à votre salarié avec évidemment le taux forfaitaire de 21% des cotisations. Vous allez passer à l'étape suivante et c'est là que vous allez déclarer la perte de revenus de votre salarié sur cette même période. Alors, l'outil est bien fait, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous allez basculer sur cette étape. Le temps partiel thérapeutique dont le motif et les dates sont déjà renseignés. Là, vous n'allez renseigner que le salaire brut perdu par votre salarié. C'est ce que nous allons utiliser pour calculer l'indemnité pendant le temps partiel thérapeutique. Voilà. Et ensuite, effectivement, comme tout à l'heure, vous avez la rematérialisation de votre attestation de salaire. Donc, là, vous avez bien, ça vous permet de vérifier que vous ayez bien mis les informations au bon endroit. Donc, vous avez bien, dans la case A, c'est les salaires que vous avez versés donc, sur votre temps partiel thérapeutique du 21 novembre au 30 novembre. Et ensuite, dans la case C, c'est du 21 au 30 novembre, les salaires perdus. On vous a remis, effectivement, même si on en a parlé tout à l'heure, on vous a remis donc, dans le temps partiel thérapeutique les successions, temps complet, temps partiel. Donc là, c'est vraiment un rappel. Même s'il y a un changement, vous gardez, alors, pardon, je refais. Vous avez un arrêt à temps complet du 15 mars au 30 avril, donc avec un dernier jour de travail à la veille, cas classique, au 14 mars. Puis un temps partiel du 1er mai au 31 mai. Lorsque vous allez faire votre attestation de salaire pour le temps partiel thérapeutique du mois de mai, votre dernier jour de travail sera toujours le 14 mars. Par contre, de nouveau, vous avez un arrêt à temps complet au 1er juin jusqu'au 30 juin. Donc, il faut bien penser à refaire un signalement DSN, ce nouvel arrêt à temps complet, avec un dernier jour de travail au 31 mai. Voilà, puisque là, on reprend toujours la veille de l'arrêt à temps complet. Et ensuite, de nouveau, un temps partiel thérapeutique pour juillet-août. Donc, chaque mois, fin du mois de juillet, vous allez faire une attestation de salaire pour votre temps partiel thérapeutique du 1er juillet au 31 juillet, en gardant bien toujours le dernier jour de travail au 31 mai.
Donc, Vélia, quand il y a une succession comme ça, temps complet, temps partiel, notre dernier jour de travail est toujours la veille de l'arrêt à temps complet. C'est bien ça, Exactement. systématiquement. D'accord. Merci beaucoup, Vélia. On va vous expliquer maintenant comment fonctionne l'indemnisation, comment on calcule plutôt l'indemnisation du temps partiel donc en maladie. Alors, il faut savoir que pendant un temps partiel thérapeutique, la CPM verse la perte de salaire subie sans jamais dépasser le montant de l'indemnité journalière perçue durant l'arrêt à temps complet, qui précède, bien évidemment. Donc, on ne peut pas payer plus que l'arrêt à temps complet, bien évidemment. Dans le cas, par contre, où l'arrêt à temps partiel thérapeutique démarre sans arrêt à temps complet, donc comme on expliquait tout à l'heure, une période travaillée et le mi-temps directement, là, la comparaison se fait par rapport aux 3 mois de salaire qui précèdent l'arrêt à temps partiel. Et c'est d'ailleurs ces éléments que vous devez penser à mentionner sur l'attestation de salaire, comme on vous a rematérialisé donc tout à l'heure. Alors, le principe du calcul se décompose ainsi, c'est le salaire brut à temps complet, c'est-à-dire le salaire brut à temps partiel perçu, donc qu'on divise par le nombre de jours calendaires à indemniser, soit le nombre de jours du mois concerné. Voilà comment est calculée donc l'indemnité journalière au titre donc du temps partiel. Alors, nous arrivons sur nos questions. Nicolas, nous avons peut-être quelques questions de nos employeurs. Oui, effectivement, il y a de la participation dans l'onglet questions-réponses. Oui. Alors, la première des questions, je vais tenter de vous la rétrocéder en la reformulant et en essayant de l'illustrer. On a une prescription d'un temps partiel thérapeutique qui dure 1 an. Pendant cette période de temps partiel thérapeutique, il y a des arrêts à temps complet. La question de l'employeur, c'est de savoir est-ce que les arrêts à temps complet, peu importe leur durée, vont repousser le temps partiel thérapeutique qui était initialement prescrit? Non, ça ne va pas le repousser. En fait, la période de maladie est neutralisée en fait, à chaque fois. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a un mi-temps qui est prescrit, on va compter large, du 1er janvier au 30 juin, admettons. Toutes les périodes de temps complet au milieu vont être indemnisées donc à temps plein, mais derrière, la date butoir du temps partiel thérapeutique ne sera pas reportée. Elle sera toujours au 30 juin. J'espère avoir répondu à la question, Nicolas. Et si jamais le salarié venait à avoir besoin toujours d'être sur ce temps partiel thérapeutique, le médecin fera alors une prolongation à compter de la date prévue. Tout à fait. Parfait. Une autre question, c'est le temps partiel thérapeutique peut-il se renouveler comme un arrêt maladie? Et là, on en a parlé tout à l'heure, donc je pense que la réponse a été apportée depuis la question. Si votre salarié a une prolongation pour un mi-temps thérapeutique, oui, sauf avis contraire du service médical. Et la dernière question, alors ça, c'est un employeur qui est un petit peu plus taquin. Vous avez parlé tout à l'heure du temps partiel thérapeutique en DSN. Est-ce toujours au programme, finalement? Alors, il y a eu des tests qui ont été faits l'année dernière. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Il y a encore des évolutions à apporter pour que ce soit une version vraiment optimale pour nous. Donc, on vous encourage encore à faire donc cette démarche via le portail Net Entreprise comme vous faites jusqu'à maintenant. Mais de toute façon, rassurez-vous, à partir du moment où on aura l'information que ça sera disponible donc en DSN, bien évidemment qu'on vous tiendra informé et on organisera très certainement un webinaire pour vous accompagner également aussi. Parfait, il n'y a plus d'autres questions. Vous avez été très clair, mesdames. Bon, merci beaucoup. Alors, on va juste vous montrer donc, les différents moyens de contact que vous avez. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos coordonnées avec notre adresse mail, également service en ligne. Vous avez également la hotline employeur au 3679 si vous avez besoin de voir des cas spécifiques sur des dossiers de vos salariés. Vous pouvez également nous retrouver sur la chaîne YouTube, donc la chaîne de la CPM des Landes. Vous pouvez retrouver tous les webinaires que nous avons faits jusqu'à maintenant. Celui-ci sera disponible prochainement, d'ailleurs. Donc, on vous encourage vivement à vous abonner. Mais écoutez, on vous remercie à tous pour votre présence aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée et à très vite pour nos prochains webinaires. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir, messieurs, dames.